Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. En octobre 2017, le Sénégal va lancer l'un des plus importants projets d'adduction d'eau dans le monde rural jamais réalisé depuis les indépendances. D'un coût de 50 milliards de francs CFA, ce projet comporte entre autres volets la réalisation de 251 forages, 900 bornes fontaines, 181 châteaux d'eau et plus de 1000 km de linéaires. Il s'agit dans cette phase 3 du volet hydraulique du PIDC, le programme d'urgence de développement communautaire, d'accélérer la cadence d'accès à l'eau, autrement dit traduire en acte le rêve de 70% de la population d'accéder en permanence à une eau de qualité. Dans la perspective donc de cet événement majeur, le Point reçoit ce soir le directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux du Sénégal. Lassana Gagnisaro, bonsoir. Bonsoir, Ngaï. Oui, vous avez depuis 2 ans en charge l'hydraulique rurale. Ce projet, une fois réalisé, sera à coup sûr l'un des plus importants depuis 1960 au Sénégal. Il est déjà le projet le plus important depuis 1960 parce qu'on parle de 60 milliards de francs CFA. Il est le plus important parce que nous visons l'accès universel à l'eau potable sur les 2 ans. Ça veut dire en 2019, on ne devrait plus avoir de problème d'accès à l'eau potable au Sénégal. C'est une révolution. Oui. C'est une révolution qui va s'opérer donc dans le monde rural. Pendant ce temps, dans l'urbain, étant donné que vous êtes le pendant un peu de l'hydraulique urbaine, mais dans le monde rural, ce qui se passe aujourd'hui dans la banlieue, quand même, on note quelques désagréments, quelques pénuries d'eau. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? C'est une situation pénible pour les populations, mais le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pris le problème à bras le corps. Je pense qu'on le voit sur le terrain en permanence pour essayer de régler ce problème. Qui a peut-être surpris, qui a peut-être n'a pas surpris, mais le plus important, c'est qu'il y a des investissements très importants qui ont été faits. Vous avez entendu parler du plan d'urgence de Dakar, vous avez entendu parler du grand projet qu'on appelle KMS, il y a le projet de dessalement des eaux de mer, mais les faits sont là. Les populations, ne pas avoir accès à l'eau, c'est très très difficile. Je comprends parfaitement que les populations demandent à ce que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais. Mais pour autant, pour vous, cela ne doit pas occulter quand même les efforts qui sont consentis. Je pense que c'est ça la chose la plus importante qu'il faut dire. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Ça ne doit pas occulter les efforts très importants qui ont été faits ces 5 dernières années dans la matière de politique hydraulique. C'est donner dans le milieu rural de l'eau potable à 1 million de personnes. C'est donner, améliorer la qualité de l'eau pour 700 000 Sénégalais. C'est arriver à construire près de 350 forages et faire un investissement de 400 milliards de francs CFA. Il ne faut pas qu'on oublie quand même que dans la politique hydraulique, vous avez l'urbain et vous avez le rural. Dans le monde rural, vous avez 8 millions de Sénégalais. Dans l'urbain, vous en avez 6 millions. Ça ne signifie pas que les gens ne doivent pas demander qu'on règle les problèmes. Mais il y a des efforts importants, des résultats tangibles qui ont été faits et qui méritent d'être soulignés. De façon globale, je pense que des avancées significatives ont été faites dans ce domaine-là. Si on fait la somme de ces efforts, ce qui se fait dans le monde urbain et ce qui se fait dans le monde rural, on peut dire grosso modo que quand même la tendance va vers... On peut dire qu'il y a des améliorations très très significatives. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Je pense qu'il y a 1 mois, il y a 2 mois, on parlait pas de ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on fasse la part des choses. Encore une fois, il faut resituer la situation dans son contexte et regarder de façon globale ce qui a été fait. Ce qui a été fait de façon globale, c'est qu'une amélioration très significative de l'accès à l'eau. Et je dis encore une fois, le modèle d'affermage où on implique le secteur privé... Est-ce que ce modèle-là n'a pas atteint ses limites aussi avec la SDE ou bien pour vous, c'est un modèle viable aujourd'hui? Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul modèle qui existe. Mais ce modèle a 2 exigences. La première, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un régulateur entre l'opérateur privé et le délégataire de services publics, mais il faudrait surtout éviter une chose, c'est que le délégataire de services ou bien que le secteur privé ait une avance en matière de technologie, en matière de formation. Stratégique, quoi, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Il faut tout maîtriser. Le donneur d'ordre dans ce modèle, ce doit être le secteur public qui doit être le donneur d'ordre. Mais quand vous avez un dépassement, vous avez forcément un problème. Mais je pense qu'il faut qu'on retienne une chose, l'importance des investissements qui ont été faits de façon globale au Sénégal, ces 5 dernières années, ça n'a jamais été fait. On trouve quand même des populations qui, pendant des décennies, n'ont jamais eu accès à l'eau et pourtant, on ne les entend pas. Peut-être ils n'ont pas eu accès à la radio, à la télévision.
Je pense que peut-être qu'ils ont un peu plus de retenue, peut-être qu'ils comprennent un peu plus les enjeux, peut-être qu'ils savent que l'État ne peut pas tout faire. Moi, quand je parle de Bassoul, vous allez dans les îles du Saloum, ces gens n'ont jamais pensé, n'ont jamais rêvé que dans leur existence qu'ils arriveraient à avoir de l'eau potable. Mais depuis les indépendances, ils attendent. Maintenant, ils ont de l'eau potable. Nous avons la même situation dans les îles de la Casamance, nous avons la même situation dans le Cap Skirring, mais nous travaillons pour régler ces problèmes-là. Je pense qu'il faut vraiment relativiser. Il y a un problème, je pense que le ministère est très engagé pour le régler. On le voit sur le terrain en permanence, il est en train de travailler. Moi, je suis persuadé que ce sera, dans un horizon très court, un très mauvais souvenir. Mais on ne doit pas jeter l'eau et le bébé. On a fait du très bon travail. Je pense qu'il faut reconnaître ce qui a été fait ces 5 dernières années. Je pense que si ceux qui sont passés dans les 12 ans avaient fait les 10e du 100e, on n'en serait pas là. Je pense qu'il y a un excellent travail qui a été fait. Il faut qu'on le retienne et qu'on continue d'avancer. Donc ça, c'est l'urbain. Et aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Que dans le monde rural, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comment se comporte aujourd'hui le rural depuis 2 ans? L'hydraulique rurale, je ne dirais pas que tout est réglé. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons une vision, c'est un foyer, un point d'eau potable, nous avons les investissements qu'il faut et nous avançons. Nous avançons certainement, nous avançons de façon sûre, nous améliorons tous les jours ce que nous faisons. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est la tendance que vous prenez. Mais on est conscient qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en un jour. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'investissement qui a été fait, qui est très important, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et qui a permis d'avoir des avancées significatives. Savez-vous que le Sénégal est un des pays qui a les taux d'accès les plus importants en Afrique de l'Ouest? Non, je dirais en Afrique, parce que justement, nous avons un modèle qui fonctionne. Un dysfonctionnement qui mérite que les gens réclament qu'on le règle, ne doit pas nous pousser à dire que rien n'a été fait. Les éléments sont factuels. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et on arrivera, bien sûr, le jour où on ne parlera plus d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale. C'est là, je pense, qu'on arrivera à dire que nous avons réglé tous ces problèmes. Et je pense que cette crise à Dakar a montré le mérite de son Excellence le Président Macky Sall qui a parlé d'équité sociale. Équité, ça veut dire tous les Sénégalais, où est-ce que vous soyez, vous êtes égaux en droit, mais aussi en devoir vis-à-vis de l'État du Sénégal. Le problème d'accès à l'eau que nous avons à Dakar, nous avons des problèmes d'accès à l'eau plus compliqués dans le monde rural. Justement, nous poussons pour arriver à avoir le même niveau de service. C'est tout ça, l'équité sociale. Aujourd'hui, dans le monde rural, c'est beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Vous l'avez dit tantôt, plus d'1 million de personnes mises à niveau depuis 2 ans. Plus d'1 million de personnes. Un taux d'accès à l'eau potable qui est passé de 72% à 89%. Plus de 700 000 personnes qui sont maintenant dans les zones en délégation de services publics, on revient au secteur privé, absolument, où vous avez ni de problème de coupure d'approvisionnement en eau, ni de problème de qualité d'eau. Et je pense que c'est le bon chemin. On va continuer à avancer. Tout n'est pas réglé. Tenir le langage de la vérité. Mais personne dans le monde rural ne vous dira pas qu'il n'y a pas eu d'avancée significative. Faites le tour. La dernière visite qu'on a faite, c'était à Mako, à l'entrée de Kédougou, mais ces gens n'ont jamais eu d'eau, mais je vous dis jamais. C'est-à-dire ce qu'ils prenaient, c'est l'eau des puits, c'est l'eau des rivières. Je suis venu avant-hier de Toubacouta, c'était de l'eau salée, tous ces gens ont de l'eau douce. Mais on peut ça a un impact négatif sur le tourisme aussi, hein, le manque d'eau. Le manque d'eau est un impact négatif sur le tourisme, mais Toubacouta, quand on a quitté, la première chose, ce sont les hôteliers qui sont venus nous remercier. Ils n'ont pas à le faire, nous faisons notre travail. Mais je vous dis, nous sommes sur la bonne voie, nous allons continuer sur cette lancée parce que nous avons des plans très précis et nous saurons exactement où est-ce que nous voulons aller. Et qu'est-ce qui fait la viabilité du modèle avec lequel vous travaillez sur place? Au-delà de la mise à disposition de l'eau, il y a cette délégation de services publics. Vous travaillez avec des privés. C'est quoi un peu le terme de référence de ces contrats? Le terme de référence, c'est les contrats d'abord sur 10 ans. C'est le même contrat que la SONESA avec la SDE. C'est le même contrat que l'OFOR et avec la société d'exploitation d'ouvrage électrique, hydraulique. C'est le même contrat que nous avons avec une société qu'on appelle Flex Energy, qu'on appelle Aquatech et d'autres sociétés. Le modèle, c'est moi, je gère le patrimoine, vous, secteur privé, vous gérez l'exploitation. Parce que vous savez mieux le faire que moi. C'est aussi simple que ça. Partout en Afrique où l'État gère, ça n'a jamais fonctionné. Je rappelle simplement que le prix de l'eau au Sénégal est resté bloqué au même niveau pendant 10 ans.
Parce que justement, c'est un privé qui a géré. C'est vrai que ça a amené un certain nombre de dysfonctionnements, mais c'est le meilleur modèle qui existe. Mais ce modèle impose certains préalables. Le premier, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir un régulateur. Le régulateur, son rôle, c'est d'être entre le secteur privé et le secteur public. Le deuxième, il faudrait que la personne qui dicte, l'organisme qui dicte les termes de référence, ça doit être l'État, ça doit être le secteur public. Mais pour ça, il ne faut pas qu'on se fasse dépasser sur le plan de la technologie, sur le plan de la qualité des hommes. C'est ça la différence. Si on se fait dépasser à ce niveau, ben, ce qui va se passer, c'est que vous êtes largué, c'est le privé qui va dicter les règles du jeu. Mais un élément encore très important, c'est la confiance entre les parties. Les opérateurs avec qui l'OFOR travaille, nous ne parlons pas d'opérateurs privés, nous parlons de partenariat. Parce que quand nous avons des problèmes sur le terrain, nous descendons ensemble pour les régler. C'est le meilleur modèle qui existe, il n'y en a pas d'autre. Vous avez parlé d'hommes, de ressources humaines, vous faites état de ressources humaines de qualité. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on a dans le monde rural avec ces programmes-là que vous exécutez, est-ce que pour rendre compte de ce que le Sénégal détient des hommes de qualité en la matière, est-ce que les objectifs que vous a assignés le président sont à portée de main pour vous? S'ils n'étaient pas portés de main, je ne serais pas là. On va largement les dépasser, je ne me fais même pas de doute. Vous savez, ce métier, quand vous le faites, ce qui doit vous guider, c'est une chose, c'est la passion. Il faut aimer faire ce métier. Quand vous allez dans les villages les plus reculés du Sénégal, vous donnez de l'eau aux populations, vous ne comptez plus, vous ne regardez plus, vous ne sentez plus d'efforts. Les hommes, nous les avons, justement. Quand vous n'avez pas les hommes, mais vous n'arrivez à rien du tout. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons une vision. La vision, c'est un foyer, un point d'eau potable. Que vous n'êtes que nous robinet Boussel. À la base, il faut régler le problème de production. Vous réglez le problème de production. Maintenant, il faut prendre l'eau, l'amener dans les foyers potables. Mais tout ça, pour les exécuter, il faut des hommes. Et c'est ce que vous faites sur le terrain présentement. Et c'est ce que nous faisons sur le terrain présentement. Nous avons une très bonne équipe, même si on est très limite en termes d'effectifs. Nous avons les éléments qu'il faut pour évaluer le travail qu'il faut, mais surtout avancer. Je pense que nous faisons un excellent travail, mais ça reste encore. Et vous bouclez bientôt 2 ans, vous avez bouclé déjà 2 ans que l'OFOR a été mis sur pied. Sur le terrain, il y a un autre acteur qui s'appelle le PUDC. Bon, enfin, vous êtes tous dans la même dynamique. C'est quoi un peu les rapports et les lignes de démarcation, s'il y en a, entre les deux entités? Il n'y a pas de ligne de démarcation entre l'OFOR et le PUDC. L'OFOR et le PUDC travaillent dans les mêmes perspectives, donner de l'eau aux populations du monde rural. Le PUDC, en fait, on va dire, travaille pour l'OFOR. L'État du Sénégal a mis des ressources financières à la disposition du PUDC qui fait des ouvrages et nous les rétrocède. Et à nous, l'OFOR, de prendre ces ouvrages et de les mettre à disposition d'opérateurs privés pour les exploiter. Mais dans tout le processus du PUDC, de la phase d'élaboration des appels d'offres jusqu'à la réception des ouvrages, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement est impliqué. Donc il y a une synergie parfaite entre les deux organisations et nous travaillons pour exactement les mêmes objectifs. Vous êtes intervenu sur les îles du Saloum. La Casamance, vous voulez en faire quoi? Une sorte de discrimination positive? C'est quoi la Casamance, ça va être l'autre évolution qu'on attendait. D'abord, on a ce programme dont on a parlé tout de suite qui va permettre de multiplier, on va y venir. De multiplier par 2 le nombre d'ouvrages hydrauliques. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas d'eau au Cap Skirring? Le Cap dont on parle. Zone touristique. Il n'y a pas d'eau au Cap. Il n'y a pas d'eau à Djemberin. Il n'y a pas d'eau dans toutes ces zones. Cabrousse. Ce problème, fin décembre 2018, l'OFOR va le régler. Parce que nous avons trouvé des solutions. Elles sont là depuis très longtemps. C'est des gens qu'on n'entend pas très souvent. C'est des gens qu'on n'entend pas très souvent. C'est pas forcément aussi un bon signe. Mais ce qui est certain, c'est que le problème du Cap, le problème de Djemberin, le problème de toute cette zone, nous avons déjà les solutions. Nous savons exactement comment les régler à travers ce programme-là. Je pense qu'on a été très longtemps dans un système. Bon, je pense que mes amis ingénieurs vont se fâcher. Il y a trop d'ingénieurs, en fait. Il y avait trop d'ingénieurs, je pense, dans l'hydraulique. Je pense nous avons besoin dans nos pays de managers, de personnes qui savent avoir une vision, de transformer en stratégie et en tactique. Mon travail, moi, en enseignant Gagné Saho, ce n'est pas d'aller creuser des forages, de regarder des profondeurs. Vous avez des gens qui savent le faire mieux que moi. Mon travail, justement, qu'ils soient mis dans les conditions de le faire. C'est ça. Le travail, justement, c'est de mettre les gens en ordre de bataille pour gagner
toutes les guerres qu'il y a. Est-ce que dans ces projets-là, l'expertise locale est mise en évidence, quoi? Ces gens dont vous parlez. L'expertise locale est mise en évidence, bien sûr. L'expertise locale est mise en évidence. On travaille avec des entreprises du secteur privé, sénégalais. Il y a une sous-traitance qui se fait, mais il faut qu'on soit réaliste et honnête avec nous-mêmes parfois. La plupart des dysfonctionnements que nous avons dans l'hydraulique, la plupart des difficultés que nous avons, des travaux que vous faites qui ne sont pas achevés, des travaux que vous faites qui sont en mauvais état, dans 90% des cas, c'est dû à des entreprises nationales qui ne font pas le travail correctement. Je pense qu'il faut qu'on soit honnête. On parle souvent de préférence nationale. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas c'est fait par une entreprise sénégalaise ou une entreprise étrangère. Ce qui m'intéresse, c'est que le pauvre paysan qui est à Ibel puisse avoir accès à de l'eau potable, que ce soit fait par une entreprise nationale ou par une entreprise privée. Ce n'est pas le plus important pour moi. Mais je pense qu'il faut bien, quand on pose des actes, qu'on analyse où est-ce qu'on va aller. Ce que nous voulons, c'est donner de l'eau potable aux gens. Qu'est-ce qu'il fait? Pour moi, ce n'est vraiment pas la chose la plus importante. Vous êtes au cœur d'un projet révolutionnaire. Vous le dites tout ça, hein, tout ce que vous êtes en train de faire dans le monde rural. Quelle perception avez-vous un peu de cette philosophie qui sous-tend cette politique en faveur du monde rural? Vous l'avez dit, 400 milliards de francs CFA en 5 ans, c'est quand même énorme. On sait que l'objectif, c'est d'éradiquer carrément les disparités sociales. Comment est-ce que vous analysez ça, le fait d'être déjà au cœur de ce challenge-là? Je prends ça comme une bénédiction et je prends ça comme un sacerdoce. Ce métier, je l'aurais fait gratuitement parce que c'est d'abord, pour moi, rendre au pays ce qu'il m'a donné. Mais nous sommes tous du monde rural. Quand vous voyez comment nos parents souffrent, quand vous voyez des femmes qui marchent tous les jours 15 km pour aller chercher de l'eau, et aujourd'hui vous vous trouvez au milieu de ce dispositif pour régler ces problèmes, vous pouvez que dire merci. Merci. Merci, bien sûr, à son Excellence le Président Macky Sall qui m'a donné cette chance énorme de montrer qu'on pouvait faire autrement. Merci aussi pour cette possibilité de pouvoir régler ces problèmes. Maintenant, vous avez parlé de faveur. Est-ce qu'on doit parler de faveur s'il s'agit de mettre les Sénégalais au même pied d'égalité? Est-ce qu'on doit parler de faveur si on doit parler d'équité sociale? Je pense que son Excellence le Président Macky Sall a remis les choses à leur place. Dire je donne à chaque Sénégalais la place qu'il mérite, c'est pour ça que nous sommes dans une équité sociale. Quand il faisait sa campagne électorale, il avait demandé aux paysans, qu'il a fait le tour du Sénégal, il demandait au monde rural, qu'est-ce que vous voulez? Les gens disaient 3 choses, l'eau. La première, c'était nous voulons de l'eau, Monsieur le Président. La deuxième, nous voulons de l'eau, Monsieur le Président. La troisième, nous voulons de l'électricité. Ce que nous sommes en train de faire, en réalité, c'est une traduction des promesses de son Excellence, le Président Macky Sall, vis-à-vis du monde rural. Et nous y sommes parfaitement, les choses s'améliorent. Nous sommes en train d'exécuter les plans. Demain, je vais à Diourbel. La semaine prochaine, nous avons une batterie de forage à inaugurer. Et quand vous voyez la joie des femmes, la joie des enfants qui maintenant peuvent aller à l'école. Les jeunes peuvent s'adonner à l'agriculture, peuvent éviter d'aller en Europe. L'eau, c'est le pilier, c'est l'élément le plus important pour le développement économique de chaque pays et je pense que nous y sommes. Ouais. Et c'est au-delà de donner de l'eau en termes de boisson, de l'eau à boire à ces populations-là, c'est aussi de jouer pour l'agriculture, l'élevage, c'est quand même des volets importants. C'est des volets essentiels. L'agriculture, on était passé il y a 3 semaines dans la région de Thiès et on a pu régler des femmes. Les femmes qui vont à Thiès faire le linge tous les jours. On a aménagé des périmètres, on leur a donné de l'eau. Ces femmes ne vont plus à Thiès, dans la ville de Thiès, pour faire le linge. Ce qu'elles font maintenant, c'est qu'elles arrivent à développer des activités génératrices de revenus par l'agriculture. On ne peut pas développer, par exemple, un élevage productif si vous n'avez pas d'eau. Si le prix de l'eau n'est pas abordable pour l'agriculture, on n'y arrivera jamais. Je pense qu'il y a une convergence d'ensemble qui permet de régler tous ces problèmes-là. L'eau, je pense, c'est un élément central. C'est un pilier pour tout ce qu'on appelle développement économique de pays. Encore une fois, le Sénégal a un des taux d'accès les plus importants d'Afrique. Et l'expérience que nous sommes en train de mener dans le monde rural, elle est unique en Afrique, elle n'existe pas. Dans tous les autres pays, ce qui se fait, on dit donnons-leur de l'eau, la qualité on verra après. Nous sommes venus avec une autre approche. Et vous, c'est le package global. C'est le package global, donnons-leur de l'eau potable. Savez-vous que dans le bassin
Fatigue, vous avez de l'eau salée. 1 500 000 personnes qui sont touchées. Depuis les indépendances, tout le monde le sait. Mais nous sommes en train de travailler pour régler ces dysfonctionnements-là. Je pense que les pistes existent, les financements existent et nous y arriverons certainement. Ouais, vous y arriverez. En octobre, vous voulez boucler la boucle de tout cela avec ce projet d'envergure, 251 forages. C'est jamais vu dans l'histoire récente du Sénégal. C'est quoi un peu les contours de ce projet? Ce projet il est financé par la coopération chinoise, 60 milliards de francs CFA, 251 forages, plus de 1000 km de réseau, 181 châteaux d'eau. 900 bornes fontaines. Vous faites ça, il ne doit plus y avoir de problème d'accès à l'eau. Vous faites ça, vous allez résoudre les problèmes d'accès, vous allez atteindre l'accès universel. Je prends la région 1 de Kolda. La région de Kolda a un taux d'accès à l'eau de 35%. Nous avons une moyenne de 80%. Ils ont 45 forages. Avec ce programme, le nombre de forages dans la région de Kolda va passer de 45 à 98. On va pratiquement multiplier par 2 le nombre de forages dans cette zone. Vous avez la même chose dans la région de Ziguinchor. Vous allez avoir la même chose dans la région de Sédhiou. Vous allez avoir la même chose dans la région de Tambacounda. La seule difficulté, c'est le Kédougou à cause de la nature du sol. Et nous sommes en train de réfléchir pour voir qu'est-ce que nous allons faire dans la région de Kédougou. Probablement un transfert d'eau. Nous sommes en plein dedans. Il n'y a pas que le montant qui est important, il n'y a pas que l'envergure, mais aussi les délais. La portée, les délais. Les délais. Et vous avez le défi quand même de superviser tout cela. Le défi de superviser tout cela, nous le faisons. Nous avons des réunions toutes les semaines avec la partie chinoise. Nous travaillons à feu continu avec eux, mais les délais, c'est 2 plus 12, ça fait 14 mois qu'il faut réaliser tout cela. C'est 14 mois qu'il faut réaliser. Vous serez dans ces délais à la date due? Nous serons dans ces délais à la date due. Les intempéries peuvent ralentir, mais déjà nous avons une très bonne lancée. J'ai parlé un peu de technique, nous avons fini ce qu'on appelle l'identification de l'ensemble des forages. Ça veut dire que nous savons exactement où est-ce que nous devons mettre l'ensemble des forages. Nous avons commencé à faire les forages, nous allons commencer la semaine. Tout n'est pas réglé. Tenir le langage de la vérité. Mais personne dans le monde rural ne vous dira pas qu'il n'y a pas eu d'avancée significative. Faites le tour. La dernière visite qu'on a faite, c'était à Mako, à l'entrée de Kédougou. Mais ces gens n'ont jamais eu d'eau. Mais je vous dis jamais. C'est-à-dire ce qu'ils prenaient, c'est l'eau des puits, c'est l'eau des rivières. Je suis venu avant-hier de Toubacouta. Toubacouta, c'était de l'eau salée. Tous ces gens ont de l'eau douce. Mais on peut ça a un impact négatif sur le tourisme aussi, hein, le manque d'eau. Le manque d'eau est un impact négatif sur le tourisme. Mais Toubacouta, quand on a quitté, la première chose, ce sont les hôteliers qui sont venus nous remercier. Ils n'ont pas à le faire, nous faisons notre travail. Mais je vous dis, nous sommes sur la bonne voie. Nous allons continuer sur cette lancée parce que nous avons des plans très précis et nous saurons exactement où est-ce que nous voulons aller. Et qu'est-ce qui fait la viabilité du modèle avec lequel vous travaillez sur place? Au-delà de la mise à disposition de l'eau, il y a cette délégation de services publics. Vous travaillez avec des privés. C'est quoi un peu le terme de référence de ces contrats? Le terme de référence, c'est des contrats d'abord sur 10 ans. C'est le même contrat que la SONESA avec la SDE. C'est le même contrat que l'OFOR et avec la société d'exploitation d'ouvrage électrique, hydraulique. C'est le même contrat que nous avons avec une société qu'on appelle Flex Energy, qu'on appelle Aquatech et d'autres sociétés. Le modèle, c'est moi, je gère le patrimoine, vous, secteur privé, vous gérez l'exploitation. Parce que vous savez mieux le faire que moi. C'est aussi simple que ça. Partout en Afrique où l'État gère, ça n'a jamais fonctionné. Je rappelle simplement que le prix de l'eau au Sénégal est resté bloqué au même niveau pendant 10 ans. Parce que justement, c'est un privé qui a géré. C'est vrai que ça a amené un certain nombre de dysfonctionnements, mais c'est le meilleur modèle qui existe. Mais ce modèle impose certains préalables. Le premier, c'est qu'il faut qu'on arrive à avoir un régulateur. Le régulateur, son rôle, c'est d'être entre le secteur privé et le secteur public. Le deuxième, il faudrait que la personne qui dicte, l'organisme qui dicte les termes de référence, ça doit être l'État. Ça doit être le secteur primaire très important qui ont été faits. Vous avez entendu parler du plan d'urgence de Dakar. Vous avez entendu parler du grand projet qu'on appelle KMS. Il y a le projet de dessalement des eaux de mer. Mais les faits sont là. Les populations, ne pas avoir accès à l'eau, c'est très très difficile. Je comprends parfaitement que les populations demandent à ce que ce problème soit réglé dans les plus brefs délais.
Mais pour autant, pour vous, cela ne doit pas occulter quand même les efforts qui sont consentis. Je pense que c'est ça la chose la plus importante qu'il faut dire. Le Sénégal ne se limite pas à Dakar. Ouais, ça ne doit pas occulter les efforts très importants qui ont été faits ces 5 dernières années dans la matière de politique hydraulique. C'est donner dans le milieu rural de l'eau potable à 1 million de personnes. Ouais. C'est donner, améliorer la qualité de l'eau pour 700 000 Sénégalais. C'est arriver à construire près de 350 forages et faire un investissement de 400 milliards de francs CFA. Il ne faut pas qu'on oublie quand même que dans la politique hydraulique, vous avez l'urbain et vous avez le rural. Dans le monde rural, vous avez 8 millions de Sénégalais. Dans l'urbain, vous en avez 6 millions. Ouais. Ça ne signifie pas que les gens ne doivent pas demander qu'on règle les problèmes. Mais il y a des efforts importants, des résultats tangibles qui ont été faits et qui méritent d'être soulignés. De façon globale, je pense que des avancées significatives ont été faites dans ce domaine-là. Si on fait la somme de ces efforts, ce qui se fait dans le monde urbain et ce qui se fait dans le monde rural, on peut dire grosso modo que quand même la tendance va vers... On peut dire qu'il y a des améliorations très très significatives. Ce qui est arrivé, c'est un accident. Je pense qu'il y a 1 mois, il y a 2 mois, on ne parlait pas de ça. Il faut vraiment qu'on fasse attention et qu'on fasse la part des choses. Encore une fois, il faut resituer la situation dans son contexte et regarder de façon globale ce qui a été fait. Ce qui a été fait de façon globale, c'est qu'une amélioration très significative de l'accès à l'eau. Et je dis encore une fois, le modèle d'affermage où on implique le secteur privé... Est-ce que ce modèle-là n'a pas atteint ses limites aussi avec la SDE ou bien pour vous c'est... Je ne dis Messieurs, bonsoir, bienvenue. En octobre 2017, le Sénégal va lancer l'un des plus importants projets d'adduction d'eau dans le monde rural jamais réalisé depuis les indépendances. D'un coût de 50 milliards de francs CFA, ce projet comporte entre autres volets la réalisation de 251 forages, 900 bornes fontaines, 181 châteaux d'eau et plus de 1000 km de linéaires. Il s'agit dans cette phase 3 du volet hydraulique du PIDC, le programme d'urgence de développement communautaire, d'accélérer la cadence d'accès à l'eau, autrement dit traduire en acte le rêve de 70% de la population d'accéder en permanence à une eau de qualité. Dans la perspective donc de cet événement majeur, le Point reçoit ce soir le directeur général de l'OFOR, l'Office des forages ruraux du Sénégal. Lassana Gagnisaro, bonsoir. Bonsoir, Gaël. Oui, vous avez depuis 2 ans en charge l'hydraulique rural. Ce projet, une fois réalisé, sera à coup sûr l'un des plus importants depuis 1960 au Sénégal. Il est déjà le projet le plus important depuis 1960 parce qu'on parle de 60 milliards de francs CFA. Il est le plus important parce que nous visons l'accès universel à l'eau potable sur les 2 ans. Ça veut dire en 2019, on ne devrait plus avoir de problème d'accès à l'eau potable au Sénégal. C'est une révolution. Oui. C'est une révolution qui va s'opérer donc dans le monde rural. Pendant ce temps, dans l'urbain, étant donné que vous êtes le pendant un peu de l'hydraulique urbaine, mais dans le monde rural, ce qui se passe aujourd'hui dans la banlieue, quand même, on note quelques désagréments, quelques pénuries d'eau. Comment est-ce que vous analysez cette situation ? C'est une situation pénible pour les populations, mais le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement a pris le problème à bras-le-corps. Je pense qu'on le voit sur le terrain en permanence pour essayer de régler ce problème. Qui a peut-être surpris, qui a peut-être n'a pas surpris, mais le plus important, c'est qu'il y a des investissements. C'est un modèle viable aujourd'hui. Il n'y en a pas d'autre. C'est le seul modèle qui existe. Mais ce modèle a 2 exigences. La première, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un régulateur entre l'opérateur privé et le délégataire de services publics, mais il faudrait surtout éviter une chose, c'est que le délégataire de services ou bien que le secteur privé ait une avance en matière de technologie, en matière de formation. Stratégique, quoi, vous voulez dire. Voilà, c'est ça. Il faut tout maîtriser. Le donneur d'ordre dans ce modèle, ce doit être le secteur public qui doit être le donneur d'ordre. Mais quand vous avez un dépassement, vous avez forcément un problème. Mais je pense qu'il faut qu'on retienne une chose, l'importance des investissements qui ont été faits de façon globale au Sénégal, ces 5 dernières années, ça n'a jamais été fait. On trouve quand même des populations qui, pendant des décennies, n'ont jamais eu accès à l'eau et pourtant on ne les entend pas. Peut-être ils n'ont pas eu accès à la radio, à la télévision. Je pense que peut-être qu'ils ont un peu plus de retenue, peut-être qu'ils comprennent un peu plus les enjeux, peut-être qu'ils savent que l'État ne peut pas tout faire.
moi, quand je parle de Bassoul, vous allez dans les îles du Saloum, ces gens n'ont jamais pensé, n'ont jamais rêvé que dans leur existence qu'ils arriveraient à avoir de l'eau potable. Mais depuis les indépendances, ils attendent. Maintenant, ils ont de l'eau potable. Nous avons la même situation dans les îles de la Casamance, nous avons la même situation dans le Cap Skirring, mais nous travaillons pour régler ces problèmes-là. Je pense qu'il faut vraiment relativiser. Il y a un problème, je pense que le ministère est très engagé pour le régler. On le voit sur le terrain en permanence, il est en train de travailler. Moi, je suis persuadé que ce sera, dans un horizon très court, un très mauvais souvenir. Mais on ne doit pas jeter l'eau et le bébé. On a fait du très bon travail. Je pense qu'il faut reconnaître ce qui a été fait ces 5 dernières années. Je pense que si ceux qui sont passés dans les 12 ans avaient fait le 10e du 100e, on n'en serait pas là. Je pense qu'il y a un excellent travail qui a été fait. Il faut qu'on le retienne et qu'on continue d'avancer. Donc ça, c'est l'urbain. Et aujourd'hui, vous voulez dire quoi? Que dans le monde rural, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Comment se comporte aujourd'hui le rural depuis 2 ans? L'hydraulique rurale, je ne dirais pas que tout est réglé. Nous sommes sur la bonne voie, nous avons une vision, c'est un foyer, un point d'eau potable, nous avons les investissements qu'il faut et nous avançons. Nous avançons certainement, nous avançons de façon sûre. Nous améliorons tous les jours ce que nous faisons. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est la tendance que vous prenez. Mais on est conscient qu'on ne peut pas régler tous les problèmes en un jour. Mais encore une fois, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est l'investissement qui a été fait, qui est très important, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones rurales, et qui a permis d'avoir des avancées significatives. Savez-vous que le Sénégal est un des pays qui a les taux d'accès les plus importants en Afrique de l'Ouest? Non, je dirais en Afrique, parce que justement, nous avons un modèle qui fonctionne. Un dysfonctionnement qui mérite que les gens réclament qu'on le règle, ne doit pas nous pousser à dire que rien n'a été fait. Les éléments sont factuels. Je pense qu'il faut poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et on arrivera, bien sûr, le jour où on ne parlera plus d'hydraulique urbaine et d'hydraulique rurale. C'est là, je pense, qu'on arrivera à dire que nous avons réglé tous ces problèmes. Et je pense que cette crise à Dakar a montré le mérite de son Excellence le président Macky Sall qui a parlé d'équité sociale. Équité, ça veut dire tous les Sénégalais, où est-ce que vous soyez, vous êtes égaux en droit, mais aussi en devoir vis-à-vis de l'État du Sénégal. Le problème d'accès à l'eau que nous avons à Dakar, nous avons des problèmes d'accès à l'eau plus compliqués dans le monde rural. Justement, nous poussons pour arriver à avoir le même niveau de service. C'est tout ça, l'équité sociale. Aujourd'hui, dans le monde rural, c'est beaucoup d'efforts qui ont été consentis. Vous l'avez dit tantôt, plus d'1 million de personnes mises à niveau depuis 2 ans. Plus d'1 million de personnes. Un taux d'accès à l'eau potable qui est passé de 72% à 89%. Plus de 700 000 personnes qui sont maintenant dans les zones en délégation de services publics, on revient au secteur privé, absolument, où vous avez ni de problème de coupure d'approvisionnement en eau, ni de problème de qualité d'eau. Et je pense que c'est le bon chemin. On va continuer à y avoir